Je suis Elfie Casanave, je suis directrice et formatrice à l'atelier Canopée de Nice. Et voilà, hein, vous nous connaissez bien, Réseau Canopée, nous faisons des formations vraiment pour tous les acteurs de l'éducation. Voilà, donc on va pouvoir rester micro éteint pour l'instant, sauf si vous avez bien sûr envie de prendre la parole, ce que je vous encourage à faire. Donc surtout, on n'est pas nombreux. L'objectif, hein, c'est d'échanger, de discuter. Donc surtout, n'hésitez pas à lever la main. Vous voyez en haut le petit bandeau, il y a une main à lever. Donc si vous voulez prendre la parole, vous levez la main et vous pourrez allumer le micro pour vous exprimer. Donc moi, je vous encourage vraiment à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure, hein. N'attendez pas la fin pour poser vos questions. On va rester caméra éteinte pour l'instant, sauf si vous parlez, vous pourrez allumer votre caméra, mais on va essayer de préserver la bande passante. Et puis, je vous encourage aussi à poser vos questions très régulièrement dans le chat. Voilà, donc ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qui vous est proposée sur le bien-être à l'école. Vous avez donc euh, voilà, plusieurs webinaires et celui-ci vient après l'identification des besoins éducatifs particuliers des élèves, la régulation des émotions dans la communication. Aujourd'hui, on va parler de besoins fondamentaux. Et puis, vous aurez aussi un webinaire, on va l'évoquer un petit peu aujourd'hui, mais ce sera beaucoup plus développé dans le webinaire du 16 juin sur les émotions et la gestion du stress. Et puis enfin, autorégulation et feedback dans les apprentissages. Voilà, donc toute une série sur le bien-être à l'école. Et l'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est bien d'identifier les liens entre les besoins fondamentaux et la motivation des élèves. Et puis ensuite, hein, d'identifier des postures, des gestes professionnels pour viser la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux. Voilà pour les objectifs, le déroulé. Donc, on va commencer par les besoins psychologiques fondamentaux. Je vais vous expliquer un petit peu le lien entre besoin et motivation. Et on terminera par des gestes professionnels précis. On va parler posture aussi, pour traduire toutes ces théories en actes, en actions pour la classe, en termes concrets à appliquer pour la classe. Allez, bien écoutez, si ça vous va, on va commencer donc par cette première partie sur les besoins psychologiques fondamentaux et j'aimerais d'abord vous entendre. Se sentir bien à l'école, hein, parce que vous avez compris que ça fait partie d'une série sur le bien-être à l'école. D'abord, est-ce que c'est une priorité et pourquoi? Parce que pour Je vous, c'est vais lever important. la main. Oui? Alors, il y a Teresa qui prend la parole et puis ensuite on écoutera Fiona. Teresa. Oui, je trouve que c'est très important parce que si on travaille avec les apprenants, Mhm. il faut absolument que ils sont en bon état et nous aussi, on doit sentir que psychologiquement, ces apprenants euh, sont en situation d'être là présent et suivre ce qui se passe, ce qui se déroule en classe. Mhm. Donc, c'est une priorité. Oui, donc il faut qu'il soit suffisamment bien pour apprendre en fait. C'est ça, Teresa? Si Oui, j'ai oui, bien tout à fait. compris. Oui, D'accord. tout à fait. Oui. Et pour Fiona, est-ce que c'est une priorité pour Fiona? Oui, je voudrais partager les sentiments de Teresa parce que un professeur qui se sent bien à l'école, c'est très important parce que vous savez que quand on est chargé des élèves et quand on est professeur, il faut qu'on soit psychologiquement, Mm. qu'on se sent- ou que- il faut que quelqu'un se sente bien, même psychologiquement, même physiquement, pour bien enseigner les élèves. Parce qu'un professeur qui ne se sent pas bien, il ne peut pas bien enseigner les élèves. Tout En à ce qui fait. me, en ce qui me concerne, un professeur doit se sentir bien pour partager bien les idées ou avec les élèves. Oui, c'est ça. Mhm.
Complètement. Vous avez tout à fait raison, Fiona. Et c'est très important parce que bien sûr, on parle souvent du bien-être à l'école pour les élèves, mais on n'en parle pas suffisamment pour les adultes. Car comme vous le dites, si l'enseignant ne se sent pas bien, les élèves ne se sentiront pas bien. C'est important que tout le monde puisse se sentir bien à l'école pour mieux apprendre, pour travailler aussi dans de bonnes conditions. Et effectivement, ça va vraiment dans les deux sens. Alors, pourquoi je vous posais la question, savoir si c'est une priorité? En France, je ne sais pas si c'est le cas au Kenya, mais on a encore beaucoup d'enseignants qui nous disent moi, je ne suis pas là pour que les élèves se sentent bien. Moi, je suis là pour leur apprendre des choses. Le bien-être, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Ou peut-être, est-ce qu'il y a des personnes qui partagent cet avis? J'ouvre un petit débat là. C'est vous, n'hésitez pas. Alors, je vois Fiona la main levée, mais je pense que c'est simplement que vous ne l'avez pas encore baissée, peut-être? Je vous baisse la main du coup, hein. Voilà. Oh, Est-ce je qu'il y a n'avais pas, il est là, il est toujours là parce que je n'avais pas baissé la main. ah, Désolée. oui. Non, non, mais Fiona, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Les personnes, les enseignants qui disent: «Oui, mais moi c'est pas le bien je suis pas là pour le bien-être des élèves, je suis là pour leur apprendre des choses». Qu'est-ce que vous pensez de cette posture? Ah, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La question, c'est vraiment on a des enseignants, en France en tout cas, qui nous disent parfois: Oui. Je suis pas là pour le bien-être des élèves. Je suis là pour leur apprendre des choses. Le bien-être des élèves, c'est pas mon problème». Ah, Que c'est pensez-vous? absolument, c'est pas correct. Je ne partage pas ces sentiments parce que on doit être là pour les élèves. C'est pas seulement pour le professeur, pour seulement partager l'enseignement, mais aussi pour voir que les élèves apprennent. Alors, le bien-être des élèves, c'est très important pour l'apprentissage. Alors on a Teresa aussi, hein, qui veut intervenir. Teresa? Oui, tout à fait ce que Fiona vient de dire, hein, parce que pour moi, si euh, un enseignant ou une enseignante peut dire une telle Mmh. chose, ça veut dire que, je ne sais pas, si Oui, ça arrive, je on a l'entends moi suivi, régulièrement. on a suivi des formations Ah et Teresa, je vous entends plus. J'ai une petite coupure de mon côté. C'est revenu. désolée, hein. Donc, oui, oui, je rejoins Fiona qui vient de Mmh. dire que oui, c'est pas correct, hein, parce que si on est enseignant ou enseignante, donc le Mmh. rôle, nos rôles sont, c'est très important parce Mmh. qu'on est là. Si on a accepté de faire euh, une telle profession, donc ça veut dire on doit être de mentorat, on doit être mentorat des élèves. Mmh. Donc, Tout à fait. ouais. Donc, si on est, on, on prend pas nos apprenants Mmh. euh, comme importants, donc on ne sait pas ce qu'on fait dans cette profession. Oui, complètement. C'est sûr que voilà, le bien-être, c'est important, c'est aussi important pour bien apprendre en fait, hein. On apprend mieux quand on est bien. C'est beaucoup plus difficile d'apprendre quand on ne se sent pas bien, évidemment. Mais voilà, c'est encore quelque chose qu'on entend régulièrement en France, des personnes qui disent: «Ça, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour enseigner un programme, je suis le programme et au-delà, ce n'est pas mon rôle». Eh bien, en France, en tout cas, les choses quand même changent, même si on entend ça parfois, c'est pas la majorité des enseignants qui pensent ça. Mais en tout cas, le gouvernement français a pris des décisions très claires sur le sujet. Le gouvernement a décidé, et notamment le ministre de l'Éducation, a décidé que le bien-être à l'école, c'était un enjeu majeur. À la fois pour les élèves, comme vous l'avez dit, mais aussi, comme vous l'avez très, très justement signalé, pour les adultes, pour les enseignants aussi. Le bien-être, c'est pour tout le monde. Et pourquoi c'est un enjeu? C'est un enjeu de santé. C'est un enjeu de santé tout court. C'est pas seulement l'éducation et les apprentissages, c'est vraiment un problème de santé publique. On s'est aperçu aussi que quand on se sentait bien à l'école, eh bien, on apprenait mieux. Donc, c'est aussi un enjeu éducatif.
Et puis finalement, c'est un enjeu social aussi, parce que se sentir bien à l'école, développer des compétences, pouvoir échanger assez librement avec les autres, eh bien, c'est comme ça aussi qu'on construit des citoyens, pour le futur, qui vont être respectueux, qui vont participer à la vie citoyenne. Et c'est important aussi, de développer toutes ces compétences, hein, ou ce qu'on appelle parfois soft skills, également à l'école pour se sentir bien. Et donc, depuis que le bien-être est donc devenu, en tout cas, en France, je ne sais pas, au Kenya, est-ce qu'on en parle du bien-être à l'école? Dites-moi. Est-ce que c'est quelque chose qui voilà, qu'on vous communique comme étant important aujourd'hui au Kenya? Ou est-ce que c'est encore, pas forcément, consensuel? Dites-moi. Oui, à l'université, oui. Oui? On en parle à l'université, OK. Oui, on a même des séminaires. D'accord, Oui, donc c'est quand même un sujet, quoi. oui, oui. D'accord, bah, c'est rassurant, tant mieux. Voilà, donc en tout cas, en France, les choses, bougent de façon voilà, c'est assez récent, hein, finalement. Et donc c'est depuis quelques années qu'on commence à parler vraiment de besoins, du besoin notamment, des élèves et de leurs besoins fondamentaux. Alors, quand on parle de besoins fondamentaux, en fait, ce n'est pas pardon, les besoins des élèves. C'est bien aussi les besoins des adultes. En fait, c'est les besoins de tout être humain. Donc, ces besoins-là, hein, c'est pas juste c'est différent des envies ou des désirs. On est vraiment sur les besoins fondamentaux, des besoins que tout être humain, a où qu'il soit. C'est pas une histoire de circonstances. Donc c'est des besoins qui sont naturels. C'est vraiment essentiel à l'être humain. Tous les êtres humains ont ces besoins et c'est vraiment des besoins qui doivent être satisfaits. C'est pour ça que vous voyez à l'écran, on dit qu'ils sont nécessaires, hein. Voilà, ça ne peut pas être remplacé par d'autres choses, non. On doit satisfaire ces besoins, ça fait partie de notre identité d'être humain. Ces besoins sont véritablement internes, c'est-à-dire ils viennent de l'intérieur de nous, ces besoins, ce ne sont pas les circonstances qui créent ces besoins. Ce ne sont pas les circonstances extérieures. Et puis donc ces besoins fondamentaux, vraiment qu'on ne peut pas ignorer, ils sont en petit nombre. Il n'y a pas une liste très importante de ces besoins fondamentaux. Alors, pourquoi connaître les besoins fondamentaux, est important? Eh bien parce que d'abord, si on ne satisfait pas ces besoins, eh bien, ça va créer un manque. Quand un besoin n'est pas satisfait, eh ben, il y a un manque et ça va souvent se manifester par une émotion et ça, vous allez avoir, un webinaire, sur justement les émotions, mais un besoin non satisfait, en fait, crée une émotion, souvent négative, hein, souvent désagréable et ça va pousser l'individu qui a ce manque à satisfaire ce besoin, à essayer de satisfaire ce besoin, pas toujours de façon positive. Alors qu'au contraire, quand les besoins sont satisfaits, eh bien, il y a ce sentiment de bien-être qui justement s'installe et on a tendance à vouloir maintenir cette satisfaction dans le temps. Donc les si on parle des élèves, eh bien, ils seront moins poussés à faire des choses, parfois un petit peu excessives pour satisfaire des besoins si justement ils ont l'impression que leurs besoins fondamentaux sont satisfaits. Alors, là, c'est la théorie, hein. Mais du coup, en pratique, d'après vous, de quoi ont besoin les élèves pour se sentir bien à l'école, du coup? Dites-moi. Allez, j'attends vos participations. Vous pouvez utiliser la conversation, hein, n'hésitez pas aussi à taper vos réponses pour ceux qui ne peuvent pas allumer les micros. Je sais qu'on a des participants qui ont des petits problèmes de micro. N'hésitez pas à mettre votre réponse dans la conversation. Allez, de quoi ont besoin les élèves, d'après vous, pour se sentir bien à l'école? C'est à vous. Ah oui, c'est Fiona. Est-ce que je peux Oui, Fiona? parler? Oui, bien sûr. Je pense que les élèves ont besoin d'avoir un professeur qui peut les, les comprendre. Oui, Mhm, un tout à fait. professeur qui peut les respecter
et Oui. aussi un professeur qui a la patience. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves ont beaucoup de problèmes peut-être à la maison. Alors, il faut avoir la patience et essayer d'apprendre de quoi souffre un élève. Peut-être si un élève n'est pas obéissant ou un élève est méchant, il faut avoir un professeur qui est vraiment patient et qui peut comprendre ses élèves et qui peut parler aux élèves pour comprendre les problèmes ou les difficultés des élèves. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup et effectivement, hein, c'est ça, il va falloir, justement, parfois, prendre le temps, de comprendre les élèves qui ont des difficultés, effectivement et pour qu'ils se sentent bien. On a Félix aussi qui lève la main. Félix? Tu m'écoutes? Oui? Moi, je pense que le professeur doit avoir un compréhensif, doit être, le prof doit être aussi en bon contact avec les élèves. Tout à fait. Finalement, il ne perd pas la classe. C'est ça. Exactement. Tout à fait, merci, Félix et effectivement, c'est ce que dit aussi Véronica, il faut qu'ils se sentent à l'aise finalement, hein, avec leur enseignant, tout à fait. Ça, c'est important pour qu'ils se sentent bien à l'école. D'autres idées? D'autres, je vois que Mansour est en train d'écrire, peut-être d'autres personnes? Peut-être, Oui? oui, oui, je peux ajouter peut-être Oui? de créer des activités intéressantes, oui, qui vont leur rendre à l'aise Tout à et fait. se sentir bien. Oui. Oui, effectivement, hein, il va falloir, c'est ce que dit Teresa, il va falloir penser aussi sa pédagogie, et les activités qu'on propose aux élèves, hein, pour qu'elles soient aussi, stimulantes, voilà, qu'elles favorisent cet apprentissage et qu'elles rendent les choses plus agréables. Les élèves passent beaucoup de temps à l'école, les étudiants passent beaucoup de temps à apprendre, à étudier, donc c'est important que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup et donc vous avez, peut-être, croisé ou entendu parler, de la fameuse pyramide de Maslow. C'est quelque chose qui est assez connu. Maslow était un psychologue américain des années, 70, donc ce n'est pas du tout récent, mais c'est lui qui a parlé pour la première fois de besoins fondamentaux, des êtres humains. Alors bien sûr, hein, depuis les années 70, tout ça, ça a été un petit peu révisé, mais quand même, il y a un consensus autour de l'idée de besoins fondamentaux des êtres humains et donc vous voyez, Maslow avait, fait une classification des besoins, c'est-à-dire que pour lui, certains besoins étaient plus importants que d'autres. Voilà, donc ça, c'est un peu remis en cause aujourd'hui, puisque les travaux en psychologie, il y a eu beaucoup d'études, bien sûr, depuis les années 70, mais malgré tout, c'est quand même une idée intéressante et vous voyez, à l'écran que, sans surprise quand même, le premier besoin, que l'on doit satisfaire, eh bien, ce sont les besoins physiologiques, hein. Le fait, voilà, on a faim, on a soif, on a sommeil, eh bien, effectivement, il va falloir en fait, pour un élève, bah, avoir un sommeil de qualité pour pouvoir bien apprendre, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif. Donc ça, c'est effectivement, hein, on voit que ce sont des éléments non pas psychologiques, mais bien physiologiques, des éléments physiques. Heu, donc ça, c'est pour ces besoins physiques et tout de suite après, vous voyez ce que cite Maslow, juste après les besoins physiologiques, premier besoin qu'il liste, c'est le besoin de sécurité. Il faut que les élèves se sentent et ça vous me l'avez dit déjà, il faut qu'ils se sentent en confiance en fait avec leur enseignant, en confiance dans la classe, dans l'environnement où ils apprennent. Donc se sentir en sécurité, c'est aussi la base, pour, bien apprendre et c'est valable pour les élèves et c'est valable pour bien sûr les adultes. Tous ces besoins fondamentaux, ce ne sont pas que ceux des élèves, ce sont les besoins de tous les êtres humains, partout sur la planète. Premier besoin, les besoins physiologiques. Deuxième besoin, besoin de sécurité. On a tous besoin de se sentir en sécurité, pour, bien apprendre, pour bien se comporter.
troisième besoin, je ne sais pas s'il vous est venu à l'esprit, mais c'est le besoin d'appartenance. Maslow nous dit que nous sommes des animaux sociables. Nous avons besoin des autres et donc nous avons besoin de liens avec les autres. Même les personnes qui sont solitaires ont besoin finalement des autres et donc on doit se sentir faire partie d'un groupe. Et à l'adolescence, vous qui enseignez parfois à des étudiants ou à des très jeunes adultes, c'est encore plus fort ce désir d'appartenir à un groupe, on se détache un peu parfois de sa famille pour avoir des amis, pour se constituer un groupe dans lequel on se sente bien. Et donc ça aussi, c'est un besoin très, très fort, particulièrement chez l'adolescent et jeune adulte, et c'est un besoin qui perdure tout au long de la vie. Après ce besoin d'être en groupe, d'avoir des relations humaines, vient le besoin d'estime de soi. Donc le besoin d'estime, c'est être d'abord s'estimer soi-même, mais être aussi estimé par les autres. Avoir une forme de valeur, se sentir utile, être reconnu par les autres comme, compétent ou sympathique ou, efficace. Voilà, mais en tout cas, recevoir de l'estime des autres et aussi se sentir soi-même, en fait, avoir une estime de soi suffisante. Et puis en dernier, tout en haut de la pyramide, vous voyez aussi, Maslow cite le désir de s'accomplir, de s'épanouir, de réaliser, d'aller jusqu'au bout un peu de son potentiel. Donc ça aussi, voilà, c'est quelque chose qui existe chez tout être humain. Mais vous voyez que pour Maslow, c'est tout en haut de la pyramide. C'est pas le besoin, on va dire, prioritaire. Il va falloir que tous les autres besoins soient suffisamment satisfaits pour en arriver là. Et c'est vrai que, nous, les enseignants, quand on enseigne à des jeunes en lycée, quand vous enseignez le français à l'université, finalement, on tape tout en haut de la pyramide parce que, c'est peut-être pas, une priorité vitale d'apprendre le français. Ça tient plus de l'accomplissement de soi, du challenge. Donc mais ça veut dire que pour que cet apprentissage se passe bien, il va falloir aussi se préoccuper de tous les besoins précédents dans la pyramide. Alors j'en profite pour reprendre la conversation et la participation de Mansour, donc qui nous dit qu'un enseignant doit se mettre à la place des parents et des apprenants et qu'elle doit être au courant des différentes origines socioculturelles, leur vie sociale et voilà, qui peuvent effectivement affecter leur comportement, tout à fait. Et quelques élèves, voilà, comptent, sur les enseignants tout à fait pour les encourager et oui, ils ont besoin des enseignants aussi pour s'améliorer. C'est vrai que quand on est enseignant, on a un rôle très, très, très important, beaucoup plus important que ce qu'on ne pense. Merci Mansour pour cette contribution, c'est tout à fait vrai. Et voilà donc pour les besoins fondamentaux donc que ce psychologue américain Abraham Maslow a mis en lumière et voilà, ça a été repris, depuis les années 70 comme je vous ai dit. On fait vraiment la différence entre les besoins physiologiques, les besoins du corps, et les besoins psychologiques, les besoins de l'esprit. Et donc bien sûr, ces besoins fondamentaux, c'est pas tout à fait les mêmes, quand on a 80 ans, on n'a pas tout à fait les mêmes besoins. On a parfois un peu moins envie de socialisation que les jeunes, de 18 ans, évidemment. Mais en tout cas, en situation scolaire, il faut tenir compte des 2, à la fois des besoins physiologiques des élèves et de leurs besoins psychologiques, si on veut qu'ils se sentent bien à l'école. Est-ce que vous avez non? Alors j'espère que vous allez justement participer puisque j'ai une question à vous poser. Eh bien, je vous demande je vais faire appel à votre mémoire. Est-ce que vous pouvez me lister dans la conversation les besoins fondamentaux que vous avez retenus? Alors, je lis du coup vos contributions, besoin de sécurité, le besoin d'estime, tout à fait, le besoin de s'accomplir. Alors là, on en a 3 du coup. Sécurité, estime, besoin de s'accomplir. Il nous en manque encore. Appartenance, merci Teresa, se sentir faire partie d'un groupe et il nous en manque juste un, qu'on ne peut pas négliger. En tout cas, ça c'est les besoins selon Maslow et justement ce n'est pas un besoin psychologique, ce sont les besoins et ça c'est peut-être un mot, je ne sais pas si vous le connaissiez en français. Merci Fiona, c'est bien les besoins
physiologiques, hein, les besoins finalement, hein, du corps, donc comme le sommeil, hein, qui sont d'ailleurs le pilier, hein, selon Abraham Maslow. Alors, merci beaucoup, hein, vous avez réussi à donner l'intégralité des besoins fondamentaux. Et donc, comme je vous l'ai dit, la pyramide de Maslow a quand même été révisée depuis les années 70 et donc à ces 5 besoins fondamentaux, on en a agrégé d'autres, on en a rajouté d'autres. En tout cas, oui, bravo à tous, vous avez bien réussi à rattraper la liste. Donc, on vient de citer ces fameux besoins physiologiques, hein, les besoins du corps, le sommeil, la faim, la soif. Et puis, donc vous me l'avez cité, le besoin donc immédiatement après de sécurité, de se sentir en sécurité dans sa relation avec son enseignant et dans sa relation aussi avec les autres. En classe, on doit se sentir en sécurité, pas seulement en classe, hein, évidemment, vous voyez bien que ces besoins fondamentaux, ça dépasse largement la classe, mais aujourd'hui, on va parler de l'école plus particulièrement ou de l'université. En tout cas, se sentir en sécurité aussi avec les autres parce qu'il peut y avoir, des moqueries, il peut y avoir, des, remarques blessantes et donc ça bien sûr, voilà, l'apprentissage ne se fera pas correctement si, les élèves, les étudiants ne se sentent pas en sécurité dans votre cours, que ce soit par rapport à vous, à leur relation avec vous et à la relation avec les autres. Vous m'avez cité l'appartenance, donc cette envie, ce besoin de lien avec les autres, de se sentir faire partie d'un groupe, être accepté dans un groupe, heu, besoin très, très fort à l'adolescence et pour les jeunes adultes que vous côtoyez. Donc ça, c'est un besoin très fort et vous le voyez, c'est ce qui pousse parfois au bavardage ou au manque d'attention par rapport aux apprentissages, parce que parfois, la priorité pour les adolescents, pour les jeunes adultes, c'est d'abord de socialiser avant d'apprendre, parce que ce besoin d'appartenance est extrêmement fort chez les jeunes. Un besoin que Maslow n'a pas nommé, hein, vous ne l'avez pas vu dans la pyramide, il y en a un petit peu plus là, mais vous me l'avez cité, le besoin, vous me l'avez cité au début quand on discutait. Un élève, il a surtout besoin aussi d'être écouté, d'être compris, d'être soutenu par son enseignant. Donc ça, c'est aussi un besoin très fort à l'école. Ça, vous ne me l'avez pas cité, mais c'est aussi un besoin très, très fort à l'adolescence. Les élèves sont très sensibles aux injustices ou à ce qu'ils perçoivent comme une injustice. Et donc c'est très, très important de, aussi qu'on est juste, qu'on ne donne pas, on ne montre pas de préférence pour certains élèves et au contraire qu'on ne montre je crois que j'ai été coupée brièvement, donc qu'on ne montre pas aussi, ou qu'on apprécie moins certains élèves. On se doit de rester, neutre, de rester juste et que nos décisions en fait, hein, soient justes. Attention aux punitions collectives notamment, qui sont très, très mal vécues par les élèves. Tout à fait. Alors Julius aussi nous signale le besoin de maîtriser ses émotions et alors je ne sais pas si c'est un besoin fondamental, mais en tout cas c'est une compétence psychosociale fondamentale et tout à fait Julius, on va, en reparler dans quelques instants. Pardon, je suis revenue en arrière, voilà. La reconnaissance aussi, l'estime de soi, ça vous m'en avez parlé, hein, être reconnu, estimé par son enseignant, par les autres élèves. On a aussi, ce besoin d'accomplissement que nous avait cité Maslow, mais il n'a pas d'autonomie. On s'est rendu compte aussi que, chaque être humain avait un besoin très fort d'être autonome, d'avoir une forme de liberté, de choix, hein, et aussi d'exprimer son individualité, donc d'être créatif quelque part. Ça, c'est aussi un besoin qu'on a, même si c'est peut-être tout en haut de la pyramide, si on garde l'idée qu'il y a une hiérarchie ou une priorité entre les besoins. Et puis le dernier besoin, que Maslow n'a peut-être pas mentionné spécifiquement, c'est aussi le besoin de sens. D'ailleurs, peut-être que vous, en tant que prof de français, bien, vous voyez que des élèves vous disent peut-être: «Bah, ça sert à rien d'apprendre le français». Mais vous avez aussi des élèves qui vont vous dire: «Non, mais les maths, ça sert à rien, on peut très bien s'en sortir dans la vie sans les maths» ou on peut
En fait, les élèves, comme tous les êtres humains, ont besoin de trouver un sens, de trouver des raisons objectives de faire les choses. Et ça aussi, notamment les plus jeunes ont parfois un sentiment d'absurdité à l'école. Ils ont parfois le sentiment que ce qu'ils apprennent ne sert à rien. Donc ça, leur donner du sens aux apprentissages, c'est aussi un des besoins qu'on pourrait lister comme fondamentaux. Voilà pour, cette liste qui donc a été un peu rallongée par rapport à celle de Maslow, hein, 8 besoins fondamentaux, qu'on va continuer à évoquer au fil de ce webinaire. Est-ce que, vous avez des remarques ou des questions avant qu'on continue? Non, pas particulièrement? Allez, bah, du coup, je vais continuer quand même à vous solliciter parce que justement, on parle de bien-être à l'école, le bien-être des élèves, le bien-être des enseignants, mais, comment au Kenya vous repérez un élève qui justement va mal? Comment il se manifeste ce mal-être au contraire du bien-être chez les élèves? Donc là, je vais vous demander d'utiliser la conversation, le chat et plutôt de faire donc une idée, hein, par participant. À quoi vous pouvez repérer qu'un élève ne se sent pas bien à l'école ou à l'université? Comment ça se manifeste? À quels signes on peut voir qu'un élève ou qu'un étudiant ne va pas bien? Qu'est-ce qui va être observable pour l'enseignant? Comment ça peut se manifester? Allez, à vos claviers, à vos participations. Vous pouvez aussi allumer le micro comme vous préférez. Dites-moi comment vous repérez, à quoi on peut repérer qu'un élève ne va pas bien, ne se sent pas bien à l'école? Quels sont les signes? Alors oui, Fiona nous dit par exemple, il va pas faire attention, il va avoir du mal à se concentrer, effectivement. Alors Mansour aussi lève la main, mais par contre, c'est toujours le problème du micro, hein. Mansour, il faut mettre les la participation dans la conversation. On lira votre réponse. Du coup, je vous baisse la main, mais on lira bien votre participation. Ah, Teresa, oui? Ah, j'entends plus la Teresa. Oui, là, ça va? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, Ah, donc, en observant, l'appréhend est absent. oui. L'absentéisme, effectivement, hein, des Oui. étudiants qui ne viennent plus, qui sont très absents. Et oui, c'est un autre signe, tout à Même, fait. même quand ils sont présents dans la classe, mais en bas l'esprit, pas avec nous Ouais, dans la classe. ouais, complètement. Ils sont Ouais, là, tu vois. mais pas vraiment là. En fait, c'est ça, ils sont pas vraiment avec nous, ils sont pas en interaction, effectivement. Oui, Fiona aussi nous dit que parfois, des élèves peuvent se montrer méchants ou pénibles, tout à fait, effectivement, et c'est parfois le signe, qu'un élève ne va pas bien. Alors j'avais quelqu'un qui levait la main, mais qui la lève plus. C'était mince, j'ai modifié mon affichage. Attendez, hop, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors attendez, j'arrête ma présentation, je la remets parce que j'ai eu un petit souci d'affichage, partager. Hop, je vous remets ça voilà, ça revient, excusez-moi. Hop, ça va repartir au bon endroit, tout à fait. Alors allez-y, dites-moi, je vois aussi donc on voit ça aussi sur son visage, nous dit Mansour. Voilà, un élève qui d'un coup devient triste. Effectivement, ça va être un signe de mal-être, tout à fait. Focus nous dit absent-minded. Oui, c'est ça, une forme de distraction. On n'est pas vraiment là
C'est exactement ça. Et l'isolement aussi à la récréation, quand on voit qu'un élève finalement n'est pas dans les relations sociales, ça peut être aussi un indicateur qu'il ne se sent pas bien. Et Fiona nous dit aussi l'usage de drogue, tout à fait, qui peut être aussi une façon de compenser un mal-être. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. Et on a aussi Phocas qui nous dit que le besoin d'accomplissement est souvent appelé besoin de réalisation. Oui, ça, oui, c'est le besoin de création pour le cas des enfants qui ont un échec scolaire. Alors, comment motiver? On va parler de motivation justement, hein, et pour l'adolescent, effectivement, on va en parler dans un instant de motivation, Phocas, donc j'espère que ça répondra en partie à la question. Voilà, donc effectivement, hein, les signaux, d'abord savoir repérer, qu'un élève ne va pas bien ou ne se sent pas bien à l'école pour ensuite essayer bien sûr d'intervenir. En France, on sait, aujourd'hui parce qu'il y a des études, il y a des sondages, qui, ont été donnés aux élèves et on sait aujourd'hui que, une majorité d'élèves, hein, vous le voyez sur une étude de 2023, 59 des élèves interrogés, en fait, ressentent, une forme de stress, lié notamment aux résultats scolaires ou aux notes, heu, voilà. Ou alors d'autres qui ont mal au ventre, mal à la tête avant d'aller à l'école ou qui sont angoissés avant d'aller en classe. D'autres élèves qui ont peur de certains professeurs, des élèves qui essayent d'éviter la classe, qui essayent d'aller à l'infirmerie. Mansour aussi, hein, nous dit celui qui dort en classe, tout à fait, on a ça aussi en France. Donc tout ça, ce sont des signes de mal-être, qu'il faut prendre en compte. Donc quand on le voit, bien sûr, quand on est enseignant, ne pas l'ignorer, et essayer bien sûr d'agir, de faire quelque chose. Alors, il n'y a pas que la psychologie, puisque là on parle des besoins psychologiques fondamentaux. Il y a aussi, parce que Maslow était un psychologue, hein, américain, celui qui a parlé des besoins fondamentaux. Il y a aussi des recherches en neurosciences qui vont dans le même sens et qui nous pointent l'importance du bien-être à l'école. Ce que nous disent les neurosciences et les recherches, hein, qui ont, on va dire, moins de 10 ans, ce sont des recherches qui sont récentes, c'est que, eh bien, quand on vit des situations de stress, quand on est constamment puni, quand on se sent humilié à l'école, eh bien, notre cerveau, sécrète donc des hormones, notamment, enfin, c'est pas notre cerveau, c'est l'amygdale, qui est le centre de la peur, qui va sécréter des hormones et notamment une hormone qui s'appelle le cortisol. Et qui va avoir un effet, c'est ce cortisol qui nous fait ressentir ce stress, hein, où vraiment on ne se sent pas bien. Eh bien, en fait, quand on sécrète ce cortisol, ça empêche le cerveau d'entrer dans les apprentissages. Ça va empêcher, la sécrétion d'autres hormones qui sont au contraire qui vont, nous procurer une sensation agréable, hein, comme, l'ocytocine ou, encore les, endorphines. Ou encore la dopamine, hein, autre hormone qui va, au contraire nous apporter du plaisir, un bien-être. Et bien, en fait, le cortisol a tendance à tout bloquer. Donc le cortisol va bloquer la fonction de l'hippocampe, hein, qui est le centre de la mémoire et des apprentissages. Donc concrètement, eh bien, quand notre cerveau sécrète du cortisol, on apprend moins bien. On est moins en capacité d'apprendre et de retenir des choses. Et également, ce cortisol va bloquer le fonctionnement de cette partie du cerveau qui s'appelle le cortex orbitofrontal et qui est responsable de la régulation des émotions. Ce qui explique que quand on est stressé, en fait, on réagit parfois on regrette ce qu'on fait. Parce que notre centre de régulation des émotions, donc ce cortex orbitofrontal, eh bien, à cause du cortisol, il ne fonctionne pas bien. Alors, il faut savoir quand même que ce cortex orbitofrontal, donc ce centre de la régulation des émotions, il n'est pas à maturité chez les adolescents. En fait, on considère qu'il arrive à maturité vers environ 25 ans. C'est pour ça que les adolescents et les jeunes adultes, hein, vos étudiants, sont parfois très impulsifs, parce qu'ils ont du mal à réguler leurs émotions. C'est aussi physiologique, hein, c'est parce que cette partie du cerveau n'est pas tout à fait à maturité. En tous les cas, ce qu'on observe aussi,
c'est qu'au contraire, quand on est dans un climat bienveillant, encourageant, quand on se sent apaisé, quand on est bien avec les autres, eh bien notre cerveau va avoir tendance à sécréter pardon, de l'ocytocine, cette hormone qui va nous faire nous sentir bien et également, de la dopamine, de l'endorphine, de la sérotonine, hein, voilà, qui vont, nous stimuler, nous donner envie d'apprendre, nous donner une sensation de plaisir, de bien-être, stabiliser notre humeur et ça va permettre à notre cortex orbitofrontal de mieux fonctionner, c'est-à-dire de mieux réguler nos émotions. On va moins s'énerver, on va être moins stressé, donc que du bénéfice finalement à être dans un environnement assez bienveillant. Alors, quel est le lien entre besoins fondamentaux, ça on en a parlé des besoins fondamentaux, et le développement des compétences psychosociales à l'école? Est-ce qu'on vous a déjà parlé un petit peu des compétences psychosociales? Vous m'en avez parlé tout à l'heure, vous m'en avez cité une. Oui, la distraction, donc quelles sont les causes et quelles mesures un enseignant devrait-il prendre pour les aider à se concentrer en classe? Alors, on va en parler un petit peu, ça sera vraiment la dernière partie du webinaire, Julius. Mais sur cette question-là que je vous pose, sur le développement, sur les compétences psychosociales, vous m'en avez cité une tout à l'heure. Justement, de gérer ses émotions, ça c'est une compétence psychosociale. C'est savoir en fait comment se comporter, mieux réguler ses émotions, ça effectivement, c'est une compétence psychosociale. Et donc, est-ce qu'on vous en parle un petit peu des compétences psychosociales au Kenya? Nous, c'est assez récent en France, mais en ce moment on en parle beaucoup. Donc ce qu'on appelle les compétences psychosociales sont entrées officiellement dans les programmes à enseigner en France en 2024. Voilà, hein, donc Mansour nous cite d'autres compétences psychosociales, savoir comment vivre ensemble, voilà, comment, justement, hein, respecter les autres, se comporter avec les autres. Ça, c'est une compétence psychosociale, tout à fait. Alors, les compétences psychosociales, hein, c'est un mot assez compliqué pour, quelque chose d'assez simple, hein, finalement. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous donne une définition. C'est simplement la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Donc c'est des choses, hein, toutes ces soft skills dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça en fait les compétences psychosociales. C'est ce qui nous permet, de nous sentir bien, d'être bien avec les autres, d'avoir un comportement approprié, positif, d'entretenir des relations avec les autres, hein, et dans sa culture et son environnement. Donc c'est tout ça les compétences psychosociales et peut-être que maintenant vous voyez un petit peu le lien avec, les besoins fondamentaux. Pour les compétences psychosociales, elles sont divisées en 3 catégories. On ne peut pas passer beaucoup de temps dessus, mais surtout que vous l'avez peut-être déjà vu, mais on considère qu'elles sont de 3 types, ces compétences psychosociales, hein, ces soft skills. Il y a des compétences cognitives, donc qui mobilisent l'apprentissage et des décisions rationnelles, hein. Par exemple, avoir conscience de soi, se maîtriser, prendre des décisions constructives. Ça inclut aussi des compétences sociales, donc savoir communiquer avec les autres, savoir développer des relations avec les autres, savoir, résoudre des conflits avec les autres aussi de façon constructive. Ça, c'est aussi des compétences ce sont aussi des compétences, psychosociales ou des soft skills, mais de catégorie donc dans la catégorie sociale. Et puis, il y a aussi des compétences émotionnelles, hein, que je crois que c'était Julius, hein, qui l'avait cité tout à l'heure. Où justement on peut essayer d'avoir conscience de ses émotions ou de son stress et savoir aussi réguler ses émotions, hein, gérer ses émotions. Ça fait partie aussi des compétences psychosociales et bien sûr, l'école va être aussi un moyen de développer ses compétences psychosociales, un endroit comme un autre. Donc oui, effectivement, c'est aussi le rôle de la famille de développer ses compétences psychosociales. Mais ces compétences psychosociales vont aussi se construire à l'école et donc c'est là qu'elles rejoignent, vraiment, la notion de, besoins fondamentaux. Donc le développement des compétences psychosociales, le respect des besoins fondamentaux, eh bien tout ça, ça contribue à la fois à un meilleur climat scolaire, à la réussite scolaire de plus d'élèves, à la réussite professionnelle parce que parfois ce qui se passe à l'école va avoir une influence sur la vie professionnelle future énorme
et sur le succès qu'on peut avoir justement dans sa vie professionnelle future. Parfois, eh bien, ça démarre à l'école. Et puis, en fait, cet objectif, hein, de respecter les besoins fondamentaux, des élèves et des adultes, ça va influer aussi, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, la santé globale et donc la santé mentale, mais aussi la santé physique. C'est-à-dire qu'on est concrètement en meilleure santé physique quand on a de bonnes relations avec les autres. Et puis ça va améliorer aussi le sentiment de sécurité. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'usage de drogue, par exemple, hein, ou d'élèves qui deviennent méchants. Eh bien, on observe aussi, quand on se préoccupe des besoins fondamentaux et des compétences psychosociales des élèves, eh bien, moins de comportements perturbateurs, moins de comportements à risque, moins de problèmes de drogue et moins de problèmes de santé en général. Donc on a tout à gagner à se concentrer réellement sur le bien-être, de nos élèves, sur notre bien-être aussi à nous professionnels et au développement de ces compétences psychosociales. Alors, voilà, tout ça, ce sont des beaux discours, mais peut-être que vous avez des remarques, des doutes. Alors, il y avait déjà la question de Julius, on va essayer d'en parler un peu tout à l'heure, hein, de la distraction des élèves. Alors peut-être que certains ont envie de répondre à la question de Julius en partie, parce qu'il veut savoir aussi les causes. Parce que c'est vrai que pour trouver la bonne, réponse à ça, il faut, et Julius a raison, il faut s'intéresser aux causes. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'élèves qui sont distraits, très, très distraits en classe. Est-ce que certains d'entre vous auraient des éléments de réponse pour Julius? D'abord peut-être les causes? On voit que de plus en plus d'élèves sont discrets. Quelles sont les causes de cette distraction? Elles peuvent être, nombreuses. Il n'y a pas forcément une cause unique. Allez, c'est à vous. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que nos élèves ou nos étudiants sont plus vraiment concentrés? L'enseignement devient un métier plus difficile qu'à une certaine époque. Donc les causes et puis ensuite peut-être des pistes de solutions. Alors j'essaie de voir vos réponses. Les problèmes dans la famille peuvent être une cause. Oui, ça peut être une cause, mais pas seulement. Est-ce qu'il peut y a alors c'est sûr, hein, il peut on est d'accord, hein, Fiona, Shadrach, il y a des choses, qui se passent parfois à cause de la famille. Mais est-ce qu'il peut y avoir des facteurs dans la classe qui vont pousser les élèves à la distraction ou les encourager à la distraction? Parce que bon, sur la famille, on n'y peut pas grand-chose. Mais souvent, comme on dit, c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs. Donc la famille va être un facteur, mais ce ne sera pas le seul. Parce qu'on remarque quand même qu'il y a des élèves qui sont distraits avec certains enseignants et pas distraits avec d'autres. Les mêmes élèves. Donc, quelle est l'explication? D'où ça peut venir aussi. Donc la famille, oui, peut-être. Mais quoi d'autre peut jouer? C'est pas que la famille. Oui, il va y avoir effectivement, Wilfrida nous dit des problèmes entre amitiés. Rappelez-vous, ce désir d'appartenance, il est très très fort. Parfois, les élèves viennent d'abord pour socialiser et en fait, ils sont beaucoup plus préoccupés par leurs relations sociales que par ce qu'ils ont à apprendre. Tout à fait. Donc ça peut être effectivement un problème, une cause. D'autres idées sur la cause? Il y a quand même un autre facteur là, dont vous ne m'avez pas parlé, qui je pense quand même joue un rôle pour tous les adolescents du globe, ou quasiment, et tous les jeunes actuels. Ce qui fait qu'on a une différence des personnes de ma génération et les jeunes d'aujourd'hui. Alors Fiona aussi nous cite l'intimidation par les autres. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes d'attention qui peuvent venir de là. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le harcèlement. Phocas nous parle aussi de la capacité de l'enseignant à maîtriser la classe. Alors ça, c'est une chose. Donc ça, on parlait tout à l'heure du besoin de sécurité, effectivement. L'enseignant doit maîtriser la classe, mais aussi, et Phocas nous parle de ça, de la motiver. Il ne suffit pas que de cadrer, c'est vraiment un équilibre entre cadrer d'une part
mais il faut aussi motiver de l'autre, parce que si on ne fait que cadrer, bah, les élèves s'ennuient et en fait, dorment gentiment et poliment, mais ils dorment. Ils ne participent pas vraiment. Et puis Je la dirais peur aussi, oui, c'est Teresa? Oui? je l'ai dit, oui, je dirais aussi le fait de donner l'opportunité à tous les élèves à participer. Et des fois, il y a certains élèves qui ont l'impression qu'on les ignore. Des fois, Oui, ils lèvent le main, la prof, oui, ne fait pas attention. oui, et c'est vrai que c'est pas Donc, ça facile. aussi, ça peut faire Complètement. Teresa a oui. tout à fait raison. C'est vrai que et parfois on a des classes aussi très nombreuses et on n'arrive pas à faire participer tout le monde. En tout cas, pas avec le professeur, mais peut-être qu'à ce moment-là, il va falloir organiser du travail de groupe où tous les élèves sont actifs. Si en fait on a une classe à 30, 40, 50, peut-être certains d'entre vous ont des amphithéâtres, eh bien ça va être très, très difficile de maintenir l'attention. En fait, rien ne les pousse à maintenir cette attention. Ce qui va aussi pousser à maintenir l'attention active, ça va être quoi? Si maintenant, si on cherche les solutions, pas seulement les causes. La peur de certains enseignants qui menacent. On peut parler à ses profs et de ne pas menacer les élèves. Oui, généralement, en fait, voilà, l'autorité par la peur, c'est pas très positif. Ça encourage pas forcément les apprentissages. Ça n'empêche pas de mettre des règles, d'être ferme, mais on n'a pas besoin que les étudiants aient peur. Ça, c'est quand même très différent. Et puis, oui, des mauvaises notes, en fait. Ça, les résultats scolaires vont beaucoup, bien sûr, jouer dans la motivation des élèves. Et un élève qui n'est plus motivé sera distrait, hein, pour répondre toujours à la question de Julius. L'injustice aussi, hein, va faire que des élèves, bah, se disent: «Oh, de toute façon, je suis plus vraiment impliqué, je suis plus vraiment investi». Alors, je vois que Mansour lève la main, mais on a toujours ce problème de micro, Mansour, hein, donc il faut mettre les réponses dans la conversation, hein. D'accord? Voilà. Ben, merci. Et vous m'avez pas cité du tout les téléphones portables comme cause. Je suis surprise. Les élèves, ils sont pas vissés sur leur téléphone portable chez vous. Ils regardent pas TikTok toute la journée. Parce que nous, c'est ça aussi un des problèmes, hein, qu'on a en France. Chez vous, c'est pas le cas? Si, Ah, vous me oui, rassurez, oui. quand même. On n'est pas les seuls à avoir ce problème. Parce que ça aussi, c'est quand même en fait, on a des élèves qui sont habitués à des formats très courts, à avoir des temps d'attention très courts et en fait, ils n'arrivent plus à maintenir leur attention, très longtemps, en fait, concrètement. On a des élèves, même pour, voilà, je sais pas, même pour le plaisir, qui vont regarder, une série à la télévision ou sur internet et qui vont regarder leur téléphone portable en même temps. Alors même que c'est quelque chose, voilà, ils ont envie de regarder la série, mais même ça, c'est trop long. Donc on a aussi cette difficulté-là, hein, avec des élèves ou des étudiants qui sont habitués à des choses qui changent très vite, qui vont très vite et nous, nos cours sont parfois longs et lents et ça ne leur convient plus. Alors les portables sont interdits à l'école secondaire, tant mieux et voilà, en fait, mais ça peut jouer en fait, même si, ils ne l'ont pas à l'école, on sait très bien qu'ils l'ont tout le temps par ailleurs, chez eux et ça peut jouer aussi sur leur attention. En tout cas, c'est une bonne chose que ce soit pas possible à l'école. Bien, et ben, écoutez, merci pour ces partages. Et on va avancer un petit peu. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le développement des compétences psychosociales, hein, les fameux soft skills, il y a tout un référentiel, qui existe, hein, qui détaille toutes ces compétences psychosociales qu'on doit développer à l'école. Mais voilà, c'est pas l'objet de ce webinaire, donc on va avancer un petit peu. Je voulais partager avec vous cette diaporama sur les besoins, parce qu'on a bien sûr parlé, des besoins des élèves, mais vous me l'avez dit et je suis totalement d'accord avec vous que les adultes aussi ont des besoins. Alors là, on dépasse les besoins fondamentaux, vous voyez qu'il y en a bien plus de 8 sur ce que je vous ai mis à l'écran. Mais, est-ce que certains d'entre vous accepteraient de partager les besoins qui sont importants pour eux? Dans cette liste, est-ce que quelqu'un voudrait partager un
un besoin qui est particulier pour eux en tant qu'adultes? Je vous laisse regarder la liste. Puisque vous sentir bien à l'école en tant qu'adulte aussi, c'est important. Et est-ce qu'il y a un besoin qui est important pour vous et qui peut-être n'est pas totalement satisfait? Allez-y, dites-moi. Si quelqu'un accepte de partager, peut-être? Bah, je vais partager en premier alors du coup. Comme ça, peut-être que ça vous motivera pour partager aussi. Moi, par exemple, c'est même dans ma vie personnelle, le besoin de sincérité est très important pour moi. Je vis très mal le manque de sincérité. C'est quelque chose qui est très important pour moi et voilà, ça va me faire souffrir si je perçois que les personnes ne sont pas sincères. Allez, c'est à vous. Moi, je me suis livrée un peu. Est-ce que vous accepteriez de partager un besoin que vous avez? Ah, Fiona nous dit protection. Oui, important pour vous, la protection, Fiona? Ça va avec, le besoin de sécurité. Protection, c'est souvent par quelqu'un avec que d'autres nous protègent. Merci, Fiona. D'autres personnes accepteraient de partager un besoin important pour eux? Je vous ai perdu peut-être? Ah, Teresa, non? Oui, c'est Teresa? Non, c'est qui a parlé? Pardon. Teresa, C'est Teresa. j'ai J'ai dit pas la entendu Teresa. confiance. Ah, la confiance, d'accord, ça a coupé un petit peu. La confiance, oui, besoin de confiance. Très bien, Ouais. très important. Merci Teresa. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas pour ceux qui ont partagé. Et c'est vrai que c'est important de savoir, quels sont nos besoins prioritaires parce qu'on est tous différents, hein. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres pour certaines personnes. Mansour, hein, nous partage par exemple là, je le remercie d'ailleurs, un besoin d'autonomie. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment là pour le coup, c'est un besoin fondamental. Tous les êtres humains ont besoin d'autonomie, mais certains encore plus que d'autres, c'est encore plus important pour certaines personnes. Mais c'est vrai qu'on a besoin de se sentir de pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire sans être tout le temps surveillé. Effectivement. Merci pour ce partage. Focas aussi parle du besoin de reconnaissance. C'est aussi un besoin fondamental d'ailleurs. Se sentir reconnu par ses pairs, par, les collègues, par, les amis. En fait, on a ce besoin très, très fort. Et effectivement, dans son travail notamment, on a besoin de se sentir apprécié, de sentir que son travail a une valeur. Et ça, voilà, c'est pas forcément les élèves qui nous transmettent ça, ça peut être aussi l'administration, notre hiérarchie, voilà, les personnes, nos chefs qui peuvent nous transmettre ça. Et c'est important aussi que, voilà, on soit attentif aux besoins des adultes et pas seulement aux besoins des élèves. Voilà pour cette première partie. Et je voulais passer au lien entre besoins fondamentaux et motivation, puisque vous m'avez parlé aussi, vous m'avez posé des questions sur comment on va motiver les élèves. Alors, j'aimerais que vous commenciez encore à partir de votre expérience et que vous me disiez, est-ce que vous pouvez me partager dans la conversation un exemple d'activité ou d'une séance là que vous avez, menée récemment avec les élèves ou avec les étudiants durant laquelle les élèves étaient bien motivés, bien engagés. Vous les avez sentis très, très motivés et engagés. Allez, donnez-moi un exemple. Une activité que vous avez menée, avec une classe, avec un groupe d'étudiants, où les élèves étaient très, très motivés, très engagés. Je vois Kate qui lève la main. Allez-y, hein. Oui, oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah oui, donc pour moi, j'adore le théâtre Ouais. et c'est quelque chose, j'adore participer au théâtre. Alors donc nous avons des concours de théâtre chaque année dans notre pays. Alors j'implique tous mes élèves les élèves qui apprennent le français participent au théâtre et c'est une Mmh. activité qu'ils aiment, qu'ils adorent Ouais, beaucoup. ouais. Et normalement, ça leur donne la possibilité de s'exprimer parce que Mmh. normalement, on trouve qu'il y a des élèves qui ont peur, qui ont les Mmh. difficultés de s'exprimer.
Oui. Mais dès qu'ils participent dans le théâtre, dans les pièces, dans les poèmes, ils ont la capacité de parler. Alors, normalement, ça leur donne la confiance. Et quelque chose qui se passe à la fin de leurs 4 ans, parce que normalement, ils passent les examens oraux à la fin de la session de 4 ans, chaque élève qui avait participé au théâtre, normalement, réussit dans l'examen oral. Alors, pour moi, c'est quelque chose de bon parce que c'est une réussite, une double réussite. Tout à Parce fait. que oui, il y a la confiance, ils gagnent la confiance, et puis à la fin, ils réussissent aux examens, surtout aux examens oraux. Oui, merci. Merci beaucoup pour ce partage, effectivement. Et là, on voit le lien avec les besoins fondamentaux. Ça donne la confiance, ça donne l'estime de soi, ça libère aussi la créativité, ça met les élèves en situation de réussite. Voilà, on voit finalement que quand on des activités qui satisfont les besoins fondamentaux sont motivantes pour les élèves. Et souvent, finalement, les activités qui ne sont pas motivantes, c'est qu'elles ne satisfont pas suffisamment. Elles n'arrivent pas à satisfaire les besoins fondamentaux des élèves. Je remercie aussi Véronica qui a partagé son besoin d'écoute. Alors, les élèves, donc Fiona nous dit aussi que ces élèves aiment beaucoup les journées françaises. Ils sont très motivés, ils participent très activement. Oui, donc j'imagine que c'est des journées c'est un événement. Donc c'est pas vraiment un cours, c'est un événement où ils vont pouvoir interagir. C'est bien ça, Fiona? Peut-être qu'ils doivent présenter des choses. Voilà, Véronica aussi nous partage que les élèves sont motivés quand on change de lieu d'apprentissage. Oui, ça aussi, un petit changement de décor, d'endroit. Les élèves apprécient ce besoin, oui, encore une fois, maintenant induit peut-être par les téléphones portables, mais les élèves sont habitués à ce que ça change souvent. Ça peut être aussi. Shadrach nous parle des activités ludiques interactives en classe qui sont très motivantes pour les élèves, effectivement. Tout à fait. Les élèves apprécient quand c'est un jeu, un challenge avec le numérique, bien sûr, ça va les motiver. Mansour aussi nous parle d'une leçon sur la littérature orale, donc en classe de Swahili, et avec la récitation de poèmes en français avec une compétition à un festival de musique. Alors là aussi, on retrouve beaucoup de composantes dont on va parler tout à l'heure. Ça se passe ailleurs. C'est une compétition, donc il y a l'aspect ludique aussi dont parlait Shadrach. Il va y avoir donc plusieurs langues. Enfin bref, ça coche aussi beaucoup de cases. Merci beaucoup pour ces partages. On va en reparler dans un instant de ces activités que vous m'avez évoquées. Je voulais vous parler aussi du type d'engagement, parce que finalement, quand on voit est-ce que les élèves sont motivés, engagés, il y a plusieurs types d'engagement. Et ça, peut-être que je vous apprends rien, mais en fait, un élève peut avoir le bon comportement, le comportement adapté, se comporter très correctement en cours, donc avoir une forme d'engagement comportemental, voire même il va faire les exercices. Si on lui pose une question, il va répondre. C'est-à-dire qu'il a le comportement attendu. Il est engagé en termes de comportement. Mais il n'est peut-être pas engagé. Attendez, je vais prendre mon pointeur, ce sera plus simple. Il peut être engagé, il peut avoir les bons comportements, c'est-à-dire faire les choses, mais ne pas être engagé du point de vue cognitif. C'est-à-dire qu'en fait, il fait les choses de façon assez machinale, juste pour ne pas avoir d'ennui, mais il n'est pas engagé dans sa tête. Il ne fait pas d'effort intellectuel pour mieux apprendre. Donc en fait, l'engagement comportemental et l'engagement cognitif sont des choses différentes. Et on peut avoir des élèves qui ont parfois quelques troubles du comportement, mais qui sont quand même engagés cognitivement. C'est possible aussi. Et puis enfin, il y a aussi l'engagement émotionnel. Et dans les activités que vous m'avez mentionnées, le théâtre, le festival, le concours, il y a un engagement émotionnel très fort. Et vous voyez qu'en fait, idéalement, il faut, en tant qu'enseignant, qu'on essaye d'engager les élèves sur les 3 parties pour qu'ils soient réellement motivés.
à la fois, bon, bien sûr, qu'ils suivent le comportement attendu, qu'ils aient le comportement attendu, mais pas que. Il faut aussi qu'ils fassent travailler leurs neurones, hein, et qu'ils soient dans un engagement cognitif, et que émotionnellement, ils soient investis, hein, que ça leur apporte vraiment une forme de plaisir de faire cette activité. Donc vous voyez que les types d'engagement sont, voilà, il faut vraiment tabler sur les 3 idéalement pour maintenir une motivation. Également, puisque vous avez pour la plupart affaire à des adolescents ou des jeunes adultes, hein, puisque voilà, les étudiants sont souvent assez jeunes, eh bien, quand on est jeune, je vous ai parlé tout à l'heure du cortex orbitofrontal qui n'est pas tout à fait à maturité. Eh bien, c'est ce qui explique que les adolescents et les jeunes sont parfois impulsifs. C'est-à-dire qu'ils vont être tentés par des objectifs à court terme, alors que la volition, hein, la volonté, ce sont des buts à long terme. Et vous voyez, ça active pas les mêmes zones du cerveau. Et très souvent, les jeunes vont être tentés par de la satisfaction à court terme, hein, ce qu'on appelle aussi la gratification immédiate. Peut-être que vous connaissez le test du marshmallow qui avait été aussi réalisé dans les années 70, où on mettait, c'était des psychologues des années 70 qui avaient, américains toujours, qui avaient placé des enfants, très jeunes hein, par contre, dans une pièce, et qui avaient mis des marshmallows, des bonbons devant eux, et quitter la pièce en leur disant: «Tu ne le manges pas, et si tu ne l'as pas mangé quand je reviens, tu en auras 2». Donc vous voyez, le court terme et le long terme, enfin pour un enfant. Et en fait, énormément d'enfants, n'arrivaient pas en fait, mangeaient le marshmallow pendant que l'adulte n'était pas là. Parce que donc, cette impulsion finalement, voilà, le but à court terme est plus important que le but à long terme. Et puis bien sûr, hein, le pouvoir donc de volition, hein, la volonté, bah, ça dépend aussi de la confiance que, le jeune va accorder en l'avenir. Donc avoir des buts à long terme en fait, parce que voilà, c'est important pour ton avenir, c'est important pour ta vie professionnelle, bah, souvent, les jeunes, ça leur parle pas, ça leur paraît très loin. Ils sont beaucoup plus préoccupés par une satisfaction immédiate. Alors, je vois aussi que Teresa a rajouté les jeudis de rôle, les jeux de rôle, oui, et les travaux de groupe, oui, ils sont très motivants et on va en reparler dans un instant. Merci, Teresa. Voilà pour la gratification immédiate et donc la définition de la motivation, en fait, voilà, c'est un enseignant-chercheur de l'université de Grenoble, en France, Pascal Bressou, qui nous dit que la motivation, en fait, c'est l'ensemble des forces à la fois interne à l'individu et aussi externe, parce qu'il y a des choses qui nous poussent à l'extérieur de nous, qui vont diriger le comportement d'une personne vers un but, un objectif. Donc c'est les forces internes et externes, c'est les deux, la motivation. Donc, qu'est-ce qui motive les élèves? Finalement, quand je vous ai posé la question de quelles sont les activités où les élèves se sont montrés engagés, vous m'avez quelque part répondu. Vous savez, en fait, ce qui motive les élèves. Au-delà de l'activité, c'est quoi les éléments clés des activités que vous m'avez citées? Les jeux de rôle, les travaux de groupe, la compétition de KMF, le festival de musique, le changement de lieu d'apprentissage, les journées françaises. C'est quoi finalement les éléments structurants de tout ça? Et je Thérèse, dirais vous dites. Oui, la collaboration, parce qu'ils collaborent quand ils et oui, travaillent ensemble. pourquoi? Pourquoi ça les motive Ouais. de travailler ensemble? Pourquoi ça les motive? Je suis désolée Teresa, moi de mon côté ça coupe un peu. Enfin, j'ai cru, je crois avoir compris, hein, vous me direz. Du coup, oui, hein, le fait de travailler ensemble, le fait de travailler en groupe, voilà, ça va aussi faire travailler. Donc, ça répond aux besoins hein, d'appartenance à un groupe. C'est un besoin très très fort. On satisfait ce besoin, donc du coup, c'est motivant pour les élèves. Véronica aussi nous cite les mots d'encouragement. Tout à fait. Parce qu'un mot d'encouragement, qu'est-ce que ça nourrit comme besoin, si vous avez bien suivi les besoins fondamentaux? Quand on encourage un élève, on lui dit: «Bravo, c'est bien, je suis fière de toi». Qu'est-ce que ça nourrit comme besoin? J'attends vos réponses. Qu'est-ce que ça nourrit comme besoin, un mot d'encouragement? Donc on a parlé des travaux de groupe, ça parle aux besoins d'appartenance, tout à fait.
Oui, tout à fait. Merci Véronica. L'estime de soi, ça va nourrir l'estime de soi. Et en fait, donc toutes les activités qui vont nourrir l'estime de soi, et puis Fiona nous parle aussi d'un professeur qui est motivé lui-même, qui connaît bien ce qu'il enseigne. Alors ça, c'est le minimum, je dirais. Mais parfois, ça suffit pas d'être soi-même motivé et voilà, d'être passionné. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Alors, Mansour nous dit qu'ils sont motivés par les sorties académiques. Effectivement, donc il y a à la fois la socialisation, ils sont à plusieurs, donc le sentiment d'appartenance est nourri. En plus, il y a l'aspect compétition, réussir quelque chose, ça va nourrir l'estime de soi. Effectivement, donc ça coche beaucoup de cases. Alors, pour reprendre ce que vous nous avez déjà dit beaucoup de choses, que nous dit la recherche sur la motivation et sur l'enseignant? Parce que ce que nous disait justement Fiona, c'est l'importance de l'enseignant quand même pour la motivation. Parce que l'enseignant joue un rôle primordial dans la motivation des élèves. Parce que la motivation, vous avez vu dans la définition, ça ne vient pas que de l'intérieur de l'élève, ça vient aussi de l'extérieur. Et l'enseignant est un facteur primordial de motivation pour l'élève. Alors, que nous dit la recherche là-dessus? Comment, en fait, c'est quoi la posture de l'enseignant? Puisque là, on va parler un peu plus pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'enseignant, en fait, développe cette motivation? Eh bien, c'est la relation de confiance entre élève et enseignant, aider à la réussite de chaque élève, que en fait les élèves savent que vous travaillez pour qu'ils réussissent, que vous avez à cœur de les aider à réussir. Exactement ce que vient de nous dire Véronica, le renforcement positif, les encouragements, les feedbacks positifs, les retours positifs que vous allez leur faire. Ça aussi, ça va favoriser la motivation. Quand vous leur donnez de l'autonomie, de la possibilité de faire des choix, et j'imagine que, par exemple, dans les sorties académiques, ils ont une part d'autonomie, de travail personnel ou de choix à faire qui vont nourrir aussi ce sentiment-là. Toutes les pratiques pédagogiques collaboratives, les travaux de groupe qui vont nourrir le sentiment d'appartenance. On a aussi, donc, et là vous l'avez cité, les projets extrascolaires finalement, les sorties, tout ce qui sort du cadre juste de la classe, mais où on va pouvoir faire une compétition nationale, se déplacer, aller ailleurs, avoir un nouveau public, eh bien ça va jouer aussi dans la motivation. Quelque chose aussi qui joue, je ne sais pas si, non, je crois pas que vous me l'ayez cité, c'est considérer l'erreur comme une opportunité d'apprentissage et ne pas, au contraire, stigmatiser l'erreur, mais de dire que c'est normal de se tromper, que ça fait partie de l'apprentissage. Ça, bien sûr, ça va nourrir la confiance des élèves en vous. Continuez aussi à attendre d'eux des choses de qualité, avoir des attentes scolaires élevées. Ça aussi, ça les motive. Finalement, de diminuer trop ces exigences, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis, aussi croire en fait que l'enseignant soit persuadé que tout le monde peut progresser. Tout le monde peut progresser. Ça, c'est vraiment être convaincu que même l'élève le plus difficile a une capacité à faire mieux, à progresser. Voilà pour ce que nous dit la recherche. Donc voilà une étude que vous pourrez lire si vous le souhaitez. Et puis, là c'était pour la motivation, mais je vous cite aussi 2 études qui ne nous parlent pas de motivation, mais juste de réussite scolaire. Études dont vous avez peut-être entendu parler, elles sont assez célèbres. Une étude de William Sanders qui date déjà de 1996, qui est assez ancienne, et qui nous parle de l'effet enseignant, the teacher effect. Parce qu'effectivement, c'est le facteur externe le plus important pour la réussite de l'élève, c'est le prof qu'il aura. C'est le prof qu'il a en face de lui. C'est le facteur le plus déterminant. Et puis une autre étude que vous pourrez peut-être lire, je vous ai mis les liens dans le PowerPoint que vous aurez à disposition après qui s'appelle Visible Learning de John Hattie. Qui nous parle, en fait, il s'est intéressé à tous les facteurs, pardon, je crois qu'on a été coupé, tous les facteurs qui, justement, contribuent à la réussite scolaire des élèves. Donc, je vous invite vraiment à lire ces études, elles sont passionnantes. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez d'autres facteurs de motivation? Est-ce que les notes, c'est un facteur de motivation? Est-ce que les
Les punitions, ça peut être un facteur de motivation. Est-ce que les parents, hein, la pression des parents, ça va être un facteur de motivation? Est-ce qu'une récompense peut être un facteur de motivation? Dites-moi. Merci à Mansour, hein, qui parle de l'erreur en disant qu'il était plus mauvais qu'eux. Tout à fait, c'est un bel exemple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres facteurs de motivation? Parce que là, on a parlé du prof comme facteur essentiel. D'accord. Il y a d'autres facteurs externes. Dites-moi ce que vous en pensez. Les notes, c'est un facteur de motivation ou pas? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, oui. En parlant de notes, oui, oui. C'est toujours motivant, les notes? Oui, les notes, les notes sont Ah, j'ai vraiment des notes sont problèmes de bonnes. son, Teresa. Les Ah notes, oui, ça coupe beaucoup, moi, de mon côté, Teresa, comme tout à l'heure. Je pense que j'ai entendu, c'est quand les notes sont bonnes. C'est ça que j'ai entendu? c'est une motivation. C'est ça. Donc oui, je crois que j'ai Les notes entendu, ne puis sont pas Mansour bonnes. complète. Donc effectivement, ça peut être un facteur motivant, mais ça peut être aussi un facteur démotivant. C'est exactement ce que dit Mansour. Parfois, une bonne note sera très motivante. Ou alors une mauvaise note pour un bon élève, quand il n'en a qu'une, peut le remotiver. Mais quand on n'a que des mauvaises notes, c'est plus motivant. Donc le facteur note, en fait, ne va pas être un facteur très stable pour la motivation. Même chose, une punition va rarement motiver un élève. Si sa seule motivation, c'est d'éviter une punition, ça veut dire que sa motivation, elle n'est quand même pas très haute. Si l'élève fait les choses pour obtenir uniquement une récompense, c'est la même chose. Alors, il n'aime pas les sanctions, mais ça ne les motive pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une qualité dans la motivation aussi. Si on fait quelque chose juste pour éviter quelque chose de négatif, c'est pas très positif. Alors, on avance un petit peu. Je voulais vous parler d'une théorie justement sur la motivation qui est très connue, hein, la théorie de l'autodétermination de 2 chercheurs américains qui nous expliquent qu'en fait, la motivation, il y a des qualités de motivation. En fait, tout ce qui est des motivations de type externe, par exemple, les notes, où je me compare à mon grand frère qui a bien réussi, alors je veux faire aussi bien que lui. Donc tout ça, ce sont des motivations externes qui peuvent fonctionner, mais qui ne sont pas de très bonne qualité. Elles sont fragiles. Elles peuvent être très instables dans le temps. Et il y a des effets aussi, on va dire, des effets pervers. On va rechercher justement plutôt des motivations plus qualitatives, des élèves qui vont travailler pour leur avenir, pour leur projet professionnel, parce qu'ils ont compris que c'était important pour eux, ou la motivation intrinsèque la plus pure qui est je travaille parce que j'y prends du plaisir. Ça, c'est la motivation la plus intrinsèque possible. Voilà pour résumer un peu la théorie de Deci et Ryan. Donc en fait, il y a ce qui est visible, la quantité de motivation, mais il y a aussi la qualité de motivation qui est importante. Hein. Pour quelles raisons l'élève s'engage-t-il? Si c'est juste pour réussir le test de demain, eh bien cette motivation n'est pas de très bonne qualité. Mais si c'est un vrai projet, si c'est important pour lui, là, la motivation sera beaucoup plus durable dans le temps. Voilà pour résumer un petit peu les différents types de motivation. Donc, vous voyez, la motivation, en fait, elle n'est pas stable. Elle peut fluctuer d'ailleurs d'une zone à l'autre. On peut être motivé à certains moments par des motivations externes de courte durée et des moments où on va trouver des ressources plutôt internes pour soi à travailler. Alors, on va passer un petit peu parce qu'on approche doucement de la fin de notre webinaire et je voulais quand même vous parler des gestes et des postures des postures professionnelles qui vont justement contribuer à, à cette motivation et à cet engagement des élèves. Alors, on va passer tout de suite on va faire un petit récapitulatif. Donc, comment faire pour répondre aux besoins physiologiques? Vous vous rappelez les 8 besoins fondamentaux hein, qu'on avait vus ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans la classe pour répondre autant que faire se peut aux besoins physiologiques des élèves? La première chose,
c'est s'adapter, en fait, ne pas ignorer la fatigue ou le stress des élèves. Il vaut mieux adapter son enseignement et proposer des activités un peu différentes selon le moment de la journée, selon l'état psychologique des élèves. Et plus on va adapter notre activité à l'état psychologique des élèves, et mieux les apprentissages vont se faire, et plus les élèves vont être motivés pour apprendre. Avoir des pédagogies actives, bien rythmer ses cours, hein. Vous savez, on a parlé tout à l'heure de l'attention qui est courte chez les élèves. Donc, varier les activités pendant une séance, avoir des cours bien rythmés, ça va bien sûr entretenir l'engagement et la motivation des élèves parce que ça répond à ses besoins physiologiques. Pour le besoin de sécurité des élèves, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, travailler la relation de confiance, la relation interpersonnelle avec l'élève. Bien gérer sa classe, c'était ce que Foucault nous disait. Cadrer les choses, hein, avec des règles, des rituels, je régule les mauvais comportements. Mais aussi, s'il y a des conflits, je gère les conflits de façon constructive. Pour travailler le besoin d'appartenance à un groupe, je dois intégrer du travail collaboratif, de groupe, régulièrement. Pas tout le temps, mais très régulièrement. Alterner le travail individuel avec du travail de groupe. Utiliser le jeu, c'est ce que nous disaient aussi les collègues dans le chat. Utiliser le jeu, les challenges en équipe, des activités qui vont être brise-glace pour créer un sentiment de cohésion et d'équipe. Pour le besoin de soutien et d'écoute, apporter de l'aide aux élèves qui sont en difficulté. Par exemple, vous pouvez organiser du tutorat entre élèves, où les élèves les plus forts aident les élèves parfois plus en difficulté quand ils ont terminé avant les autres. Vous pouvez aussi écouter les élèves, en fait, ce qu'ils ont à vous dire, notamment quand vous êtes en entretien individuel avec eux, quand vous avez un problème, laissez parler l'élève, essayez d'écouter comment il vit les choses pour justement lui apporter de l'aide ou du soutien. Et puis, s'intéresser aussi à chaque élève individuellement. Alors parfois, c'est pas toujours possible, on a parfois trop d'élèves, mais ça peut être un petit mot à la porte, une petite question sur le match de foot qu'il a joué ce week-end. Est-ce que tu as gagné? Comment ça s'est passé? Et ça peut être juste à l'entrée, ça prend 5 secondes. Et parfois, sur un élève qui a un mauvais comportement, c'est très utile pour le remotiver parce qu'il voit que vous vous intéressez à lui, hein, ça va nourrir aussi son estime de lui-même. Le besoin de justice, ne jamais donner de punition collective, mais bien punir uniquement les élèves qui sont fautifs. Et puis aussi avoir une gradation dans les interventions, hein, ne pas pas passer de je ne dis rien, les élèves bavardent, 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 je dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien. Ah, ça suffit, sors de mon cours. En fait, il peut y avoir une gradation dans les interventions, parce que parfois les élèves vivent comme une grande injustice. Bah, comment ça? Pendant 10 minutes, vous m'avez rien dit, et puis maintenant il faut que je sorte du cours. Peut-être qu'il faut graduer les interventions avant d'en venir à la sanction. On peut intervenir de façon plus discrète. Pour nourrir le besoin de reconnaissance et d'estime de soi, ça vous me l'avez dit, se forcer à faire des retours positifs réguliers, ce qu'on appelle les feedbacks, des feedbacks positifs, y compris aux élèves qui sont pénibles, ou y compris aux élèves qui dorment, y compris, et même encore plus aux élèves qui sont finalement, qui vous paraissent démotivés, ou qui vous paraissent ne pas être bien à l'école. C'est peut-être à eux qu'il faut faire le plus de retours positifs possible. Donc trouver des choses positives à leur dire pour justement nourrir leur intérêt, leur motivation. Quand vous les entendez dire des phrases négatives sur eux-mêmes aussi, reformulez-les. Par exemple, ah mais ça je suis nulle de toute façon en français. Non, ce n'est pas vrai. Là, tu ne sais pas encore le faire, mais avec des efforts et avec de la pratique, tu vas y arriver. Ne les laissez pas juste dire des choses très négatives sur eux-mêmes, mais travaillez aussi à l'estime d'eux-mêmes en reformulant les phrases négatives qu'ils disent sur eux-mêmes quand vous les entendez. Vous assurez aussi que vous mettez régulièrement vos élèves en situation de réussite. On a parlé des notes tout à l'heure. S'ils sont constamment en échec, ils ne peuvent pas garder une motivation. Voilà, hein, donc il faut trouver des moyens de les mettre en situation de réussite. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, hein, sur l'erreur, valoriser l'erreur comme un élément de progression. Et puis, les 2 derniers besoins, c'est les besoins d'autonomie, les besoins d'accomplissement de créativité. Et bien ça vous me l'avez déjà cité. Donc travailler en mode projet, avec, voilà,
des concours, les sortir de la classe, faire des choses un petit peu créatives, leur laisser des choix aussi, hein, sur comment ils vont rendre tel ou tel travail, sur le choix de certains outils, le choix de certains exercices et enfin, le besoin de sens, faire des projets interdisciplinaires qui, montrent l'intérêt concret des apprentissages, hein, et sortir du cadre de la classe pour se produire face à un public extérieur. Voilà, eh bien, c'est la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez, trouvé quelques pistes que vous pourrez mettre en œuvre, dans vos classes et que j'ai pu répondre à quelques questions. Donc vous êtes bien sûr libre, puisque c'est la fin de ce webinaire, de vaquer à vos occupations. Je vous souhaite d'ailleurs une très, très bonne soirée. Si vous avez encore des questions, je me tiens à votre disposition, si vous avez envie d'échanger pendant quelques minutes. Et puis sinon, bien, je vous dis peut-être à très bientôt lors d'un prochain webinaire. Très bonne soirée à tous et je vous remercie encore pour la richesse, de vos échanges et de vos contributions. Mansour, premier webinaire, bravo! Merci Mansour, en plus vous avez vraiment participé, je vous remercie beaucoup. Malgré tous les problèmes de micro, vous avez réussi à bien participer. Merci à tous et à toutes. Et effectivement, voilà, les besoins fondamentaux, c'est important. On a des choses à appliquer justement pour que ça se passe mieux pour tout le monde. Merci à Véronica pour ce retour et merci pour toutes vos contributions. Alors vous aurez, voilà, je vous aurai plein d'autres exemples, hein, dans le support de présentation que je mettrai à votre disposition. Je vous mettrai des exemples concrets, hein, que vous pourrez explorer peut-être, pendant votre temps libre, si le sujet vous intéresse. Il y a une question. Oui? Où est-ce que vous allez les envoyer? Alors, je vais les confier à Ambre qui vous les fera, parvenir, je pense. Donc, en fait, l'enregistrement sera disponible donc sur la plateforme, CFTD et pour le support, je vais voir avec Ambre, je pense qu'elle a la liste des participants, elle peut vous envoyer le support de présentation. Comme ça, vous avez tous les liens cliquables, voilà, comme ça, des ressources aussi. Mais, voilà, Ambre, tu es là? Du coup, Oui, en fait, donc pour compléter, Elfie, le replay de ce webinaire sera disponible sur la plateforme CFTD et juste en dessous, vous retrouvez le support de bah, voilà, formation d'Elfie. Après, je peux aussi vous l'envoyer par mail à toutes les personnes qui étaient présentes à ce webinaire, puisque voilà, j'ai la liste des présences, donc c'est possible. Ok, merci. très bien. Bah, voilà, c'est parfait. Donc comme ça, vous aurez le support. Je le transmettrai d'ici demain à Ambre qui pourra le mettre à disposition. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges. Juste une autre Et j'ai question. totalement oublié de vous mettre à disposition un questionnaire de satisfaction. D'habitude, je le fais à chaque fin de webinaire. Je suis désolée. Je vais essayer de le faire très très rapidement. Oui, je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y aura une autre fois pour terminer parce que je vois que tu n'as pas terminé toutes les pages et je m'intéresse beaucoup à ce que tu dis. J'étais vraiment Oui. très impressionnée par tout ce que tu viens de dire et peut-être j'ai besoin d'entendre le discours complet. Hein. Alors en fait, parce que je mets toujours beaucoup plus de choses dans mes supports de présentation que ce que je fais, mais c'est parce que je vous mets après des exemples en fait à aller voir. Vous allez donc en fait vous allez avoir dans le support de présentation, je vous montre un tout petit peu, en fait des exemples très concrets. Voilà, après c'est un peu long à faire pendant le webinaire, mais vous pourrez aller voir par exemple que quand je vous parle d'organiser le travail avec un plan de travail, avec des petites vidéos. Donc, qui sont sur le site de Réseau Canopé et que vous pouvez aller voir si le sujet vous intéresse. Donc, voilà, des idées de pratiques ludiques pour réactiver les connaissances, des idées pour le travail de groupe. Par exemple, là, je vous ai mis un petit extrait d'un ouvrage de Canopé qui s'appelle 52 méthodes pratiques pour enseigner. Et je vous ai en fait juste copié la partie sur le travail de groupe pour ceux qui ont envie de
voir un petit peu comment développer un peu plus ce travail de groupe. Voilà, mais c'est beaucoup trop long pour un webinaire comme celui-ci qui ne fait qu'1 h 30, mais je vais vous mettre toutes ces ressources à disposition. Il y a des petites vidéos aussi sur la pédagogie de projet que vous pouvez aller regarder pendant votre temps libre, hein, des vidéos assez courtes, mais voilà, qui vous présentent un petit peu comment démarrer sur la pédagogie de projet ou les pédagogies actives si vous n'avez pas l'habitude. Donc, vous voyez, vous avez des petites vidéos comme ça que vous pouvez regarder sur votre temps libre. Voilà, et puis je vous ai mis aussi, quand je vous dis par exemple de reformuler les pensées négatives des élèves, là je vous donne voilà, un exemple de reformulation, hein, quand vous entendez les élèves dire ces choses. Et puis voilà, c'est ça, une petite vidéo aussi sur ce que des élèves français pensent qu'est-ce que c'est qu'un bon prof, la vision des élèves, et puis une série de ressources que vous pouvez consulter, télécharger, aller visiter les sites internet qui, en fait, finalement, sont mes sources, hein, avec lesquelles j'ai construit ce webinaire. Voilà. Donc, vous aurez tout ça à disposition. Et voilà, comme ça, vous serez. D'ailleurs, je voulais pareil, c'était la même chose, mais j'ai vu que ce webinaire était complet. Sur les techniques collaboratives, on a un webinaire sur réseaucanopé.fr qui est proposé, mais il est malheureusement complet. C'est pour ça que je me suis dit que je n'allais pas en parler ce soir, mais d'autres dates seront proposées. Il ne faut pas hésiter aussi à aller voir, hein, sur notre site internet, réseaucanopé.fr. On a plein de webinaires à disposition sur toutes les thématiques dont on a parlé ce soir. Et voilà, si vous avez envie d'aller un peu plus profondément dans le sujet, il ne faut pas hésiter à vous inscrire. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter où vous avez un petit peu les nouvelles, les webinaires qui sont offerts. N'hésitez surtout pas à aller visiter le site. Voilà, mais vous aurez tout ça sur le support. En tout cas, je vois beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup de personnes sont intéressées par le support et te remercie pour la formation. Voilà, je vous ai mis le lien vers le questionnaire de satisfaction du coup dans la conversation. N'hésitez pas, ça prend vraiment quelques minutes pour y répondre et ça nous aide, nous, à améliorer nos formations derrière. Un grand merci à vous encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci infiniment, Ombre et Cassandra. Merci beaucoup.